Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Comme qu'on vous a dit, Mikey et moi, en 2024, on voulait step up notre game et aujourd'hui, on a un invité de marque. Yep. Quelqu'un de Mikey voulait avoir depuis longtemps et moi avec d'ailleurs. Yeah. Alors, avant de commencer, faut que tu nous plugues de quoi et Oui. après ça, j'aimerais que tu présentes notre invité. Ouais, fait qu'il n'y a pas de problème. Dans le fond, c'est mon bon ami d'enfance, David Brousseau, qui est finissant en technique de sécurité incendie au Collège Montmorency. Fait que dans le fond, ils vont faire un voyage humanitaire en Afrique. C'est en association avec Canada-Afrique. Ils vont participer à des interventions d'urgence avec les sapeurs-pompiers africains, enseigner différentes formations, dispenser des techniques nord-américaines là-bas et apporter de l'équipement d'incendie. Alors, on va partager le lien quand on va sortir le podcast. Il va y avoir un GoFundMe, il va y avoir plus d'informations. Alors, s'il vous plaît, soyez généreux, peu importe les dons, ça aide à contribuer dans le monde, surtout pour la sécurité de tous et chacun. Alors, sur ce, l'introduction de notre invité. Merci beaucoup, Pat, d'être là. Alors, je commence. Ça me fait peur un peu. Non, il faut pas avoir peur, faut pas avoir peur. Animateur, co-animateur de la lutte à TVA Sport avec Kevin Raphaël, co-animateur du podcast, si je me trompe pas, le plus écouté au Canada, Les Antipodes de la lutte. C'est bien ça. Continue. Ouais. Je t'ai dit, je vais pas chialer après. c'est Parfait. quelque chose. Auteur de la biographie du géant ferré André the Giant. Auteur aussi de la biographie de Émile Butch-Bouchard. Aussi auteur du livre Sisterhood of the Square Circle. Aussi ancien annonceur maison de la Force de Montréal. J'en oublie. Il y a tellement d'accolades que j'en oublie. Travaille trop, je pense. Oh, oui. Quoi d'autre? Est-ce que j'en oublie? Dis-moi. Ben, Ça se peut écoute, que j'en oublie. écoute, bon, premièrement, co-auteur de la majorité des livres que tu as mentionnés, pour co-auteur, oublier Bertrand ok. Hébert, Oui. avec qui j'ai écrit la biographie du géant ferré, celle de Mad Dog Vachon Oui. également, et puis également le livre sur l'histoire de la lutte au Québec à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ok, c'est ça. Sisterhood of the Square Circle, c'est l'histoire de la lutte féminine, Oui. en anglais avec Dan Murphy, anciennement du Pro Wrestling Illustrated. Butch-Bouchard, dans le fond, c'était ma première biographie en solo. OK. Les Antipodes de la lutte, est-ce qu'on est le podcast de lutte le plus écouté? C'est le podcast de lutte francophone le plus écouté au Canada. Ok. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui est vraiment cool, c'est quand tu regardes les stats, on va même jusqu'en France, en Belgique, en Suisse un peu également, donc dans les pays européens francophones. Puis ça, c'est quelque chose que je m'attendais vraiment pas. Là. Il y a quand même un certain following. Puis c'est vraiment juste une belle expérience de faire ça avec Kev. Oui, la lutte à TVA Sport depuis plus de 6 ans maintenant. Mhm. Merci d'avoir mentionné Annoncer en maison de la Force de Montréal. Oui, Ça me fait chaud au cœur. Et puis, écoute, il y a plein d'autres projets sur lesquels j'ai travaillé. Tu sais, j'ai travaillé sur le documentaire des Rougeaux dans la série 25 ans d'émotion à RDS. J'ai travaillé avec l'équipe du documentaire sur le géant ferré à HBO, qui a été une expérience extraordinaire. Donc, tu sais, il y a bien des choses que j'ai fait, surtout dans le milieu de la lutte. Oui. Dans les plus récents, dans la récente année, j'ai également animé à BPM Radio, à BPM Sport plutôt, à la radio de BPM Sport. Donc, ça aussi, ça a été une expérience différente qui me sort un petit peu de la lutte. Donc, bien des choses. J'essaie d'ajouter des cordes à mon arc à chaque fois que j'en ai l'occasion. Ouais, puis il y en a beaucoup aussi. Si je me trompe pas, t'es booker aussi à Femme Fatale. Je suis promoteur. Promoteur, Je suis ok. promoteur. Dans le fond, Femme Fatale, ça Oui. m'appartient avec Michael Bisson, Oui. qui est le scripteur en chef de la NSPW à la base, et puis quelqu'un qui est impliqué dans le monde de la lutte depuis 20 ans lui aussi. Donc, on est tous les deux là, promoteurs de Femme Fatale, qui est une promotion. Avant, j'aurais pu dire que c'était la seule promotion de lutte féminine, entièrement de lutte féminine au Canada. Maintenant, il y en a une deuxième, alors que Lufisto, la lutteuse Lufisto a parti également sa promotion, là, qui va débuter sous peu. Mais bon, Femme Fatale est la plus vieille à tout le moins. Good. Fait que, si on commence, tu sais, je sais, au niveau de l'écriture, au niveau des médias, tu es quelqu'un qui est vraiment impliqué, instruit, qui s'exprime bien.
si tu nous parlais un peu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a passionné à faire tout ce que tu fais aujourd'hui? Moi, plus jeune, je voulais devenir journaliste sportif. C'était ça mon intention. J'ai quitté le secondaire en me disant que j'étais pour devenir journaliste sportif. Par contre, quand j'ai demandé à mon orienteur, un peu des conseils, là, on est en 94, en 94, ça dit un peu mon âge. Ouais. Puis, j'ai fini le secondaire en 94. J'avais un an. Ça va faire 30 ans cette année. Well, je vais y aller là-dessus. non, mais donc 94, puis il m'avait dit, écoute, Pat, t'as des super bonnes notes en chimie, en physique, rentre en sciences pures au cégep. Les communications au cégep, c'est pas là que c'est important, c'est à l'université. Tu vas te péter des scores, toutes les universités vont vouloir t'avoir. J'ai en fait, OK. Fait je suis rentré en sciences pures et j'ai réalisé que les sciences pures, c'était pas fait pour moi. Que, à part le tableau périodique, la chimie de secondaire simple, la chimie de cégep, c'était pas le même animal, mais pas du tout. Donc, j'ai switché en sciences humaines avec maths. Et en cours de route, puis je sais pas vraiment pourquoi, mais on dirait que le journalisme a pris le bord et que là, je me cherchais un peu et que enseignant est arrivé là-dedans. Et alors, quand je suis rentré à l'université, c'était à l'UQAM, et je suis rentré en enseignement au secondaire, histoire, géo, économie. Et puis, c'est à l'UQAM que j'ai rencontré un gars qui s'appelle Philippe Leclerc. Donc, tu sais, j'en ai longtemps voulu à mon orienteur de m'avoir mal conseillé, dans un sens, mais... Ah, puis j'y ai déjà dit, hein. Oh, j'y ai déjà dit. Il faut. Je l'avais rencontré. Comment t'as dit ça? C'est ça, t'allais y dire en plus. C'est parce que je l'ai rencontré à genre, je sais plus, 50e ou 75e anniversaire de notre école secondaire. Puis j'ai dit, je sais pas si vous allez vous rappeler, M. Robillard, mais vous m'aviez dit, vous m'avez donné ce conseil-là. Il dit, ah ouais, Pete, ça a-tu fonctionné? Je pense tout, c'est le pire conseil qu'on m'a donné dans ma vie. Ouais. Mais je l'ai regretté un peu, je voulais pas être méchant parce que dans le fond, à l'UQAM, je fais la rencontre de Philippe Leclerc le lendemain du Montreal Screwjob. OK. On avait tous les deux assisté au show. Et moi, je rentre le lendemain à l'université avec mon T-shirt de DX. Oui. Et Phil rentre avec son T-shirt Austin 316. Alors, évidemment, il y a deux gars avec un T-shirt de lutte en 97 à l'UQAM. C'est sûr qu'il fallait se parler, tu sais. Mm-hmm. Alors, on s'assoit à côté de l'autre, puis on se met à se jaser. Puis lui, il se connaissait plus que moi. Il lisait les sites de rumeurs, les sites Internet qui commençaient. Puis il en savait. Je me rappelle, une des premières questions que je lui ai demandé, c'est qui faisait Kane. OK, c'était qui le personnage derrière? Ouais. Tu sais, fait que c'est juste drôle. Puis on a gardé cette amitié-là à ce jour. Mm-hmm. Puis lui, en 99, il a ouvert un site web de lutte. Qui s'est appelé, au début c'était WWF Attitude, qui s'est appelé ensuite attitudeqc.com. Puis j'ai commencé à écrire des chroniques là. Oui. Et en 2001, il a commencé à suivre la scène indépendante au Québec, avec initialement la Fédération de lutte québécoise, la FLQ, de Paul Leduc, de la famille Leduc. Et j'ai commencé à m'impliquer là aussi. Donc, mon premier rôle dans le monde de la lutte, c'est, si je ne me trompe pas, c'est le 14 septembre 2001. C'était un vendredi. C'est précis. Oui, mais tu vas comprendre pourquoi. Oui. C'est le 14 septembre 2001, dans un sous-sol d'église du quartier Rosemont. Et la première chose que j'ai fait, j'étais sonneur de cloche et j'ai dû faire un 10-bell salute pour les victimes du 9/11. OK, wow. Puis c'est pour ça que je sais la date. Oui, parce que c'était 3 jours après, c'était le vendredi. Alors ça, c'est la première chose que j'ai fait dans le monde de la lutte. Puis ensuite, j'ai eu différents rôles. Je me suis impliqué davantage. Je connaissais rien de la business, là. Je savais que c'était scénarisé, mais j'en connaissais pas plus que ça. Un Blade, je savais pas c'était quoi. Ouais. Puis, je connaissais rien. Et j'ai appris. Puis à un moment donné, je suis devenu gérant. En fait, Philippe était vice-président de la FLQ dans les histoires. Moi, je suis devenu son secrétaire. Puis à un moment donné, Paul Leduc a réalisé qu'il y a une fois, Philippe était pas là. Puis c'est moi qui ai joué un peu son rôle en remplacement de. Et là, il a réalisé que la foule réagissait bien par rapport à moi. Donc, il a décidé de me tourner heel. J'ai tourné heel sur Phil. Oh, OK. Et là, j'ai été gérant. Ouais, c'est ça. C'était assez cool. Avec une équipe qui s'appelait les New Nike Boys, Spike puis Hyper. Puis j'ai été 1 an à la FLQ. Je me suis allé à la ICW de Ludger Proux et Serge Proux et Hélène. La ICW qui est la plus vieille promotion de lutte à Montréal. Elle est là depuis plus de 30 ans. Puis il y avait beaucoup plus d'improvisation là.
OK. Puis ils m'ont donné carte blanche. Là. J'animais les shows. J'étais commissaire. J'étais gérant d'un lutteur. J'étais toujours là. Évidemment, en reel. Là. Ouais. Puis tu sais, tu pouvais improviser. Puis il s'arrangeait avec les histoires basées sur l'improvisation des fois qu'on faisait. Je me suis ramassé en rivalité avec la nièce de Ludger. Oui, la nièce de Ludger, Francisca. Où j'ai fait quelques combats. C'est là que j'ai fait quelques combats. Oh, okay. J'avais fait un combat à la FLQ, un 3 contre 3, où j'avais quand même mangé un frog splash. mais c'est simple, tu sais. Puis à ce jour, je me suis rappelé du truc, c'est que il dit, t'es à terre, là, puis quand tu vas me voir arriver, tu mets tes bras devant toi comme pour ça. Te protéger. Pour protéger mon torse, là, pour que les bras prennent le coup. Mon Dieu, bon, on s'entend, c'était pas un gars de 400 livres qui m'est tombé dessus, mais c'était bien simple, tu sais. Alors là, à la ICW, j'ai eu une série, je pense, de 5 ou 6 combats. J'ai lutté contre Ludger Prou 1 contre 1. Puis juste assez pour réaliser que la lutte, c'était pas faite pour moi. Parce que moi, non, mais les gars, pour vrai, moi, quand ma tête va en bas, puis mes pieds en haut, je perds tout sens de l'orientation. Comme un peu, genre, exemple, un tombstone, par exemple. Ah, mais c'est parce que l'affaire, c'est que je réalise plus, je perds l'espace où je suis. Ouais. Alors, Ludger Prou, je vais te donner 2 exemples. J'avais suivi un cours de lutte ou 2 avec Lufisto à la FLQ. Puis à un moment donné, une des premières choses qu'ils te font faire, c'est des bumps. Okay. Fait que tu y vas à 2 mains, puis tu tombes sur le dos. Ouais. Tu jumps à 2 mains, tu tombes sur le dos. Ça allait. À une main, ça allait. Quand ils m'ont demandé de le faire pas de main, mon réflexe, c'était de mettre une main pour me protéger. Parce que je perds, je sais plus où je suis, et là, j'ai le réflexe de me protéger. Ouais. Fait que mon coude, il est quasiment reviré à l'envers. Ouf. Même chose arrive avec Ludger Prou. Ludger Prou me fait une souplesse. Ludger Prou, il planifie pas ses matchs. Il cale dans le ring. OK. Oh, ouais, ok. Fait que faut que tu suives. Oui. Mais Ludger Prou, c'est un professionnel. Fait que moi, il me fait une souplesse. Et là, moi, je perds tout le sens de l'orientation. Et il vient pour me descendre. Et là, il voit que ma main est là pour me protéger. C'est un niaiseux réflexe que j'avais, mais c'était celui que j'avais. Et là, il s'en aperçoit. Et juste avant qu'il me laisse tomber, il a scoopé mon bras pour pas que, justement, je me blesse. Ouais. Mais là, c'est vraiment la fois où je me suis dit, plus jamais, faut que ma tête soit en bas. Fait que, quand j'avais des interventions dans le ring, puis bon, plus tard, j'ai été gérant ailleurs à Valleyfield, entre autres, puis, mettons, il fallait que je mange un move. Je disais toujours au gars, fais-moi un sidewalk slam. Ouais. Sur le côté, j'étais tu sais, comme couché, tu t'accrochais au cou de la personne, tu tombais sur le dos. Ouais. Bumper, ça me dérangeait pas. Ma tête faisait pas de whiplash. Ça, je savais comment bumper, rentrer la tête. Ça, c'était pas un problème. Puis tu vois, l'été passé, avec Kevin Raphaël, on est en Outaouais, on était à Gatineau pour Lutte 07 avec un festival du Transistor qui est un festival de podcast. Puis c'est Ivo Uno de AEW qui est là comme promoteur. Puis il me texte pendant que je suis en route, puis il me dit « Hey Pat, Kevin était pour manager une équipe, moi j'étais pour manager du monde aussi, un contre l'autre. Puis il dit « Pat, on aimerait ça que tu passes à travers une table. » Là, moi j'étais en route. C'est comme il me niaise, là. Non, on a pensé ça, la hit serait bonne, machin, puis tout. OK. Puis là, c'est TDT. La tabarnak de team, qui est une des meilleures équipes. Tu sais, 2 gars que je connais depuis longtemps, en qui j'ai confiance. Je dis, OK, on va le faire. Mais là, on cherche quoi faire, puis ils me disent, OK, on va te faire un chokeslam. Et là, je dis, OK, je suis pas sûr que je suis à l'aise avec ça. Ben, c'est simple, pourtant, on te lève, puis on te pitch loin. Mais c'est parce que moi, je fais 6 et 2. J'ai des longues jambes. Ouais. Vous allez me lever, mais je me connais. Mes jambes vont vouloir arrêter ma chute, puis je risque de me blesser. On l'a essayé backstage, et là, ils ont compris ce que je leur expliquais. Fait que là, il dit, parfait, on va te faire un electric chair. Fait que là, ils m'ont monté les deux, comme en powerbomb, les deux, si tu veux. Puis, ils m'ont droppé sur le dos, sur une chaise, sur une table. Puis ça, là, ça a été facile. Parce que je m'appuyais sur leur épaule. Puis là, ils me lâchaient, mais sur le dos. Jamais ma tête était en bas. Puis mes jambes, en fait, ils m'ont pogné comme... C'est ça, ils supportaient, Fait que mes jambes, il n'y avait pas de danger. Puis j'ai pris le bump comme... Ça a été facile, là, tu sais. Fait que bref, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais tout ça pour dire que j'étais pas fait pour être lutteur, mais que je savais quand même me protéger là-dedans. Puis c'est un peu comme ça que j'ai fait mes débuts. Puis quand j'ai quitté la ICW, c'est là que j'ai commencé les almanachs
sur la lutte au Québec. Donc, c'était un magazine que je faisais, une genre de revue de l'année. C'est là que j'ai débuté le Temple de la renommée de la lutte au Québec, qui existe depuis 2004, donc c'est le 20e anniversaire. C'est là que j'ai commencé les prix de l'année dans la lutte au Québec également. Donc, toutes des choses que je continue à faire aujourd'hui. Mais à la base, c'était dans un petit magazine avec des photos, avec des résultats, des statistiques. Puis je me promenais de promotion en promotion, puis je vendais ça. C'était bilingue, fait que je le vendais. J'allais à Toronto dans des shows de lutte. J'allais même à CZW aux États-Unis, Ring of Honor, puis je vendais ça. Puis, lors de la 5e édition, je voulais faire un classement des meilleurs lutteurs au Québec de tous les temps. Et puis, ça n'a jamais eu lieu parce que là, je me suis rendu compte avec l'Accord, qui est Michael Ryan, qui est le publiciste de la IWS à l'époque. Il m'a dit, Pat, il dit, peut-être que, tu sais, je l'avais impliqué dans le projet parce que je voulais écrire des biographies ou des textes sur ces lutteurs-là. Puis il dit, Pat, on commence à avoir pas mal d'informations. On a quasiment un livre sur la lutte au Québec. Ouais. Puis j'ai comme fait, shit, il n'y en a pas de livre sur la lutte au Québec. Et là, le projet de faire un almanach avec un classement en surplus a complètement pris le bord. Puis là, on s'est mis à travailler sur un livre sur l'histoire de la lutte au Québec. Michael, son travail lui a pas permis de continuer. C'est là que j'ai embarqué Bertrand Hébert dans le projet. Puis c'est ce qu'on a sorti. Puis le livre a débuté tout le reste. Oui, OK. Fait que c'est à partir du livre de la lutte au Québec, c'est là vraiment que tout a commencé. Puis est-ce que c'est là vraiment que il y a eu des opportunités, tu sais, parce que je sais que tu es connecté dans le monde de la lutte, pas juste au Québec, mais est-ce que c'est là que ça a ouvert des portes? Un petit peu avant. Un petit peu avant, parce que j'avais déjà, tu sais, quand je faisais le travail de recherche pour le livre, mon nom avait commencé à circuler un petit peu lors du décès d'Édouard Carpentier. Ouais. J'avais été dans l'entourage de Mad Dog Vachon quand il avait été intronisé au Panthéon des sports du Québec. J'avais parlé à Maurice à plusieurs reprises au téléphone, on s'était jamais rencontrés. Puis là, j'ai fait partie de son entourage, j'ai été invité à sa table au Panthéon des sports du Québec. Puis le réalisateur du documentaire sur Maurice à TVA à l'époque, Yves Thériault, quand Édouard Carpentier est décédé, il avait mentionné mon nom à un média. Puis là, les médias m'ont appelé, ils m'ont dit, pouvez-vous confirmer le décès d'Édouard Carpentier? J'étais là, écoute, je l'ai rencontré, Édouard, j'ai son numéro, je peux appeler, mais non, là, live, je peux pas. Et là, ils nous ont attendez un instant. Et là, ils sont venus, ils ont dit, c'est bon, on a eu la confirmation. Voulez-vous rester en ligne, on va vous passer à LCN en direct là. Ouais, wow. Ben, j'ai comme fait, ben oui, pas de problème. Et là, ça a été une tournée médiatique de, tu sais, tout le monde m'appelait, soit pour me demander des contacts, soit pour me parler à moi. J'ai fait plein d'entrevues cette journée-là. Fait que là, c'est un peu là que mon nom a commencé à circuler dans les médias. Tu sais, quand il y avait une nouvelle de lutte, ben, il y avait plus juste Jacques Rougeau, là, qui pouvait parler de lutte. Ouais. Je devenais une alternative. Je pense ouais. que je suis devenu éventuellement la référence, tu sais, quand il y avait des trucs sur la lutte. Puis aux États-Unis, puis dans le milieu de la lutte anglophone, ben, ça précédait déjà un petit peu parce que Ring of Honor était venu à Montréal faire 2 shows. C'était moi le promoteur local parce que j'allais souvent les voir. Kevin Owens, Sami Zayn, bon, à l'époque, Kevin Steen et El Generico étaient pour Ring of Honor. Fait que, tu sais, je commençais déjà à me faire un réseau de contacts à ce niveau-là. J'ai commencé à faire des entrevues avec les Dave Meltzer, les John Pollock, les Mike Johnson de ce monde. Alors, mon nom commençait à circuler autant en anglais qu'en français ici au Québec. Puis, c'est un peu comme ça que Kevin Raphaël m'a connu. Parce que Kevin Raphaël écoutait beaucoup de podcasts, dont les podcasts de John Pollock, qui était avant Live Audio Wrestling. Par la suite, il a changé, puis Post Wrestling qui a débuté. Ouais. Mais avant, c'était Live Audio Wrestling. Puis, il trouvait ça cool qu'un Québécois faisait parler de lui, puis était devenu une référence, puis même dans le milieu anglophone. Donc, quand on lui a demandé à TVA Sport, « Hey, écoute, on va avoir la lutte, ça t'intéresse-tu? » Oui. Avec qui tu veux travailler? Il a répondu, je veux travailler avec une seule personne, c'est Pat Laprade. Mais je ne connaissais pas. Okay. Moi, Kevin Raphaël, je connaissais de lui, c'était le commentateur de hockey haïtien. Sur Facebook. C'était le gars qui me gossait, que je voyais passer de temps en temps à RDS. Je disais, voyons, on est bien énervé, ce gars-là. À ce jour, je le trouve encore énervé, mais là, je drive de son énergie. J'ai appris son énergie était vraiment contagieuse. C'est un charme de travailler avec lui. Mais à l'époque, c'était tout ce que je connaissais de lui.
Alors j'ai comme fait, wow, ok, mais c'est vraiment cool. Fait que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est juste avant la première pratique qu'on a eue à l'été 2017 en prévision de l'automne. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés, tu sais. Donc, quand je regarde ça maintenant avec du recul, ben oui, tu sais, le livre a permis plein d'affaires, mais mes contacts que j'avais, tu sais, dans la business aussi, tu sais, à ce jour, il y a plein. Tu sais, Ray of Honor, il fut un temps où, quand j'allais voir des shows, mettons, je me rappelle une fois au ECW Arena, j'étais à Philadelphie. J'ai un de mes amis qui était avec moi, puis je parle à mon contact chez Ray of Honor, puis il me dit, ah ouais, fais juste rentrer par le backstage, là. Je suis rentré par le backstage. Okay. Je savais été où la porte du backstage. Puis quand tu arrives dans un backstage, première chose que tu fais, c'est que tu serres des mains. Oui, il faut que tu t'introduises. Tu serres des mains. Fait. Mais j'arrivais là, mais je connaissais la moitié du vestiaire. Tu sais, je me rappelle TDT une fois, il y avait eu un show de Ring of Honor à Toronto. Puis j'étais descendu avec eux autres parce qu'ils essayaient de se faire booker. Puis je suis arrivé là-bas, puis je connaissais presque tout le monde. Puis je me rappelle, TDT, elle avait parlé à d'autres mondes ici au Québec. Ils disaient, voyons, on la prête, Desti. Comment ça, il connaît tout ce monde-là? Mais c'est ça, j'ai un côté PR très développé où je fais des contacts facilement, je les cultive souvent, ces contacts-là. Puis, tu sais, fait que là, ce monde-là est encore impliqué dans la business. Mon contact qui m'a laissé rentrer backstage, c'est le gars qui est le travel agent de AEW. Bobby Cruz, qui est l'annonceur, qui était l'annonceur maison. Je l'ai vu à Montréal, c'est l'annonceur maison de Ring of Honor pour AEW. Il y a un paquet de lutteurs que je connais. Tu sais, on a fait une entrevue avec Eddie Kingston sur notre Patreon, Kevin Raphaël et moi, notre Patreon qui book, puis il se rappelait de moi, là, Eddie, là. Tu sais, je disais, ben oui, Pat, tu sais, we go way back, tu sais, mais c'est de ces années-là, de CZW, de Ring of Honor, tu sais, quand je suivais un peu plus où j'étais plus présent à certains shows indie, du temps que Kevin puis Sami étaient là aussi, tu sais. Fait que, tu sais, il y a plein de monde que j'ai connu à cause de ça, puis qui sont encore dans le milieu aujourd'hui, tu sais. J'ai vu Seth Rollins quand c'était Tyler Black, Kenny Omega, quand personne parlait de Kenny Omega. Kenny Omega luttait à Montréal, au centre Jean-Claude Malépart, en face du métro Frontenac. C'est incroyable. Devant 400... Devant le McDonald's puis le métro. Devant 500 personnes. Mais moi, j'ai une question pour toi. Tu sais, quand tu parles de référence, est-ce que ton influence peut faire évoluer un lutteur au Québec? Ou est-ce que, mettons, comment je peux dire ça, quelqu'un aux États-Unis peut t'appeler pour te demander, hey, telle personne, y es-tu bon, tu le connais-tu? As-tu une influence de cette force-là? Ben, c'est-tu déjà arrivé que en lutte féminine, peut-être un peu plus, vu que je suis promoteur de Femme Fatale, est-ce que ça peut... tu sais, je veux pas donner une influence que j'ai pas, là. Je pense pas que je peux améliorer la carrière de quelqu'un, mais je peux aider. Je vais vous donner l'exemple. Un exemple, c'est quand un lutteur québécois veut avoir un visa de travail aux États-Unis, il y a un paquet de paperasse à remplir. Il y a des avocats, évidemment, impliqués là-dedans. Puis aux États-Unis, ce qu'il faut que tu démontres, c'est que tu ne viens pas voler la job de personne. Donc, c'est très niaiseux comme processus quand tu y penses, mais c'est ça qu'ils ont besoin. Les autres, ils ont besoin d'avoir, mettons, n'importe quoi qui démontre que tu as une certaine notoriété dans le milieu. Donc, ça peut être, mettons, je sais pas moi, on parle de toi dans un magazine, comme le Pro Wrestling Illustrated, par exemple, ben ça démontre que, OK, tu sais, il est spécial, on parle de lui dans un magazine dédié à la lutte. Donc, moi, mettons, pour Kevin puis Sami, ben, tu sais, j'en avais des pages et des pages d'archives scannées, numérisées de leur carrière. Fait que moi, je leur ai tout envoyé ça. J'avais besoin, ils m'ont demandé de faire des lettres. Des lettres qui, de mon statut d'historien de lutte au Québec, des lettres qui parlaient de leur carrière, puis pourquoi ces gens-là étaient spéciaux. Mais ça commençait avec Kevin puis Sami, mais par la suite, Uno, puis Stu, Grayson, puis Matt Menard, puis Angelo Parker, puis Mike Bailey, tous ces gens-là ont fini par me demander la même chose. Parce que écoute, t'as besoin de monter un dossier, là, ça d'épais. C'est ridicule. J'avais déjà vu le dossier de Raymond Rougeau là, quand il retournait à la WWE comme commentateur dans les dernières années. Puis c'était un dossier, ça n'a aucun sens ce qu'il demande. Mais c'est ce qu'il demande. Fait que t'es aussi bien d'aller dans le chemin qu'ils veulent aller, parce que sinon, ça marchera pas. Tu l'auras pas ton visa. Donc moi, tu sais, de cette façon-là, je vais les aider.
Tu sais, mais c'est pas parce que Pat Laprade dit que Mike Bailey ou Evo Luno a un following et que, tu sais, c'est un lutteur qui est là depuis 15 ans ou bon, peu importe, qu'il se fait engager. Mais je contribue, c'est ma façon à moi de contribuer à leur carrière, tu sais. Et puis je le fais parce que, tu sais, je trouve ça important de le faire. Les gars, ils en ont besoin dans leur dossier, puis ça me fait juste plaisir de les aider. Moi, j'aime ça quand je vois des Québécois qui connaissent justement du succès à l'étranger, puis tu sais, c'est no strings attached, tu sais, je demande rien en retour, c'est juste, hey, regarde, ben oui. Puis tu sais, des fois même, c'est moi qui leur propose, parce que, tu sais, il y en a qui sont moins habitués, des fois, je dis, hey, tu sais, si t'as besoin de quelque chose, laisse-moi savoir, puis souvent, ben oui, ils viennent, tu sais, ils me retextent, puis hey, Pat, finalement, ouais, on le prendrait, ça, ben oui, avec plaisir, tu sais. Fait que c'est peut-être un peu plus dans ce sens-là que je vais contribuer, mais de là à dire que j'ai une influence sur leur carrière, c'est... Kevin... OK, je vais faire une parenthèse. Ouais. Yes. Kevin, peut-être un petit peu plus au Québec. Kevin et Sami, parce que je me suis fait un devoir de m'assurer que ces deux gars-là, quand ils ont percé à la WWE, on en parle ici au Québec. De bien des façons, j'ai été un peu leur lien entre eux et les médias au Québec quand ils ont commencé à la WWE, puis encore aujourd'hui. Puis je me rappelle avoir parlé à Kevin, puis j'y avais dit, fais pas la même erreur que d'autres ont fait. Sylvain Grenier, entre autres, puis on a déjà eu la discussion, Sylvain et moi. Là. Ouais. Sylvain, il est parti à la WWE, il n'avait jamais passé par les Indies, et là, il arrive à la WWE, et puis, quand il sort de là, ben, le Québec le connaît pas vraiment beaucoup, parce qu'il n'avait pas capitalisé sur son statut de lutteur de WWE pour garder puis faire des médias ici au Québec. Alors, quand il sort de là, un lutteur comme Pierre-Carl Ouellet, PCO, est encore plus connu que lui, même si PCO, ça faisait déjà 10 ans qu'il avait quitté la WWE. Si c'est pas plus. Alors, moi, j'avais dit à Kevin, Kev, fais pas la... Puis ça, c'est une chose que Sylvain regrette, de ne pas avoir plus capitalisé là-dessus. J'avais dit à Kevin, fais pas la même gaffe. Un jour, tu vas trouver ça pratique que les médias au Québec sachent t'es qui. Et à chaque fois que j'ai eu des demandes d'entrevue pour Kevin, il s'est toujours arrangé pour que ça se fasse. Puis, une des plus grosses que moi, j'ai pas faites pour lui, c'est Tout le monde en parle. C'est pas moi, j'étais là, mais j'ai rien eu à voir avec le booking de Tout le monde en parle. Mais en même temps, il y en a plein d'autres que c'est par moi qui a passé, ou que les médias ont passé. Fait que peut-être que j'ai eu une petite influence sur leur visibilité, pas sur leur carrière, mais sur leur visibilité. De se faire connaître. Exact, Pour moi, parce que je trouvais ça important. Ouais. Il y avait deux Québécois à la WWE, des talents générationnels. Les deux, je les ai souvent appelés les Crosby et Ovechkin de la lutte au Québec. Deux gars qui sont arrivés en même temps, qui ont grandi puis qui se sont rendus au plus haut sommet. Puis c'est important pour moi qu'on en parle. Mais t'as-tu vu ça de ces deux-là plus jeunes? Ou c'est vraiment quand on percé que tu t'es dit que c'est des Crosby? Ou vraiment dans les Indies au Québec, tu voyais déjà qu'elle allait percer maintenant, ou qu'il y avait des chances, ou qu'il y avait de quoi de différent des autres, disons? Kevin, un peu plus que Rami. Je l'appelle Rami. Là, il n'y a pas de Je switch aux deux des fois. Kevin, le premier match que j'ai vu de Kevin, c'est contre le neveu de Rick Martel, Kevin Martel, à Saint-Jérôme. Tout le monde m'en parlait en bien. Et le premier match que j'ai vu de lui, j'ai fait « Wow, OK, il y a quelque chose. » C'était flawless. C'était effortless. Tu voyais, là, il se forçait. Il avait pas l'air. Ça avait pas l'air forçant. Il faisait un 450, là. Puis c'était même pas. C'était comme si moi je faisais 2 pas en avant. C'était vraiment pas. Puis il faisait tout bien. Il n'y avait pas de botch, il n'y avait pas de manœuvre ratée, il n'y avait rien de ça. C'était vraiment. Ça avait l'air facile. Puis tu voyais qu'il y avait un talent. Tu voyais qu'il y avait du talent. De là à penser qu'il se ferait engager par la WWE un jour, non, parce que à l'époque, il n'y avait pas le gabarit pour ça. Il n'y avait pas le gabarit pour ça. La WWE regardait très, très peu sur le circuit indépendant. Ça a pris CM Punk. Ça a pris un gars comme Seth Rollins, Claudio Castagnoli, Cesaro à l'époque. Ça a pris des gars comme ça, Daniel Bryan, pour vraiment qu'on défriche un peu plus le circuit indépendant. Puis là, ensuite, avec NXT, avec Triple H et tout. Mais même, je veux dire, je me rappelle encore, 6 mois avant qu'il se fasse embaucher, j'avais plein de monde dans le monde de la lutte qui me disait « Ben non, ça arrivera jamais, Kevin. Il cherche pas ça. » Puis pourtant,
Ramy avait été embauché. T'sais, mais ouais, non, ça n'arrivera pas. Puis c'est arrivé aux deux. T'sais. Ramy, j'ai vu son deuxième match en carrière. Son deuxième match dans le même sous-sol d'église que je vous parlais tantôt. Il luttait sous le nom de Stevie McFly. Okay. Il n'y avait pas de masque. C'était pas El Generico. Okay. Et il luttait avec des souliers de bowling. Oh. Fait que pour les vétérans de la lutte au Québec, là, pour un Luigi Prou, là, qui lui a lutté dans les années 80, là, il comprenait pas pourquoi il luttait avec des souliers de bowling. Là. Fait que, tu sais, il était vu un peu comme, ben ouais, c'est le kid qui lutte avec des souliers de bowling, tu sais. Puis là, j'ai vu le premier match d'El Generico. El Generico devait pas exister, là. C'est une gimmick qui a été IWS au Scratch de Laval. Il cherche un adversaire pour un lutteur qui s'appelle TNT. Puis, il décide de donner la cape à ce kid-là, Ramy, une cape qui appartenait à un lutteur qui s'appelait Steve Roids. Ouais, il y avait le jeu de mots. Là, il était jacké. Là. C'est Lufisto qui lui a écrit des olés sur le chest. Il a pris le masque d'Octogone, puis il est parti dans le ring, puis il faisait des olés, olés. Mais ça devait pas durer. Puis pendant longtemps, Ramy a essayé de combattre ce personnage-là. Il voulait pas le faire. Ouais. Puis là, à un moment donné, il a réalisé qu'il y avait une trop grosse demande. Puis, il a bien fait. Il a lutté avant d'arriver à la WWE. El Generico avait lutté dans 29 pays différents. C'est fou. C'est fou. Fait que, tu sais, Ramy, c'est arrivé un petit peu plus après. C'est vraiment avec le personnage d'El Generico que là, j'ai comme fait, OK, mais tu sais, tout ça, c'est dans une période de 1 an et demi. Tu sais, leur match à CZW, que Kevin parle d'ailleurs dans son DVD, lui, Ramy, Excess, puis Sexy Eddie, c'est le match qui a ouvert les portes à Kevin puis à Ramy pour le reste de la scène indépendante aux États-Unis. Puis là, à ce moment-là, tu fais comme, OK, les gars, ils ont quelque chose de spécial, ils vont se rendre loin, mais tu penses pas WWE là, à ce moment-là. Puis, mais je les connais depuis ce temps-là. Depuis ce temps-là. De Ramy, c'est 2002, son match, puis Kevin, c'est 2004. C'est la première fois que je l'ai rencontré. Fait que c'est ça. Ça fait 20 ans passés. Wow. Fait que c'est... T'avais 8-9 ans. Exact. Mais je regardais la lutte. C'est 2004. Tu regardais la lutte avec Marc Blondin, là. Ben oui, avec Marc Blondin, puis c'était PCO à cette époque-là. Ouais. TNA. Qui passait à RDS. Exact. Jean-François Kelly qui faisait aussi, oui, qui faisait ses... Puis il se faisait toujours bully, mais... Kevin Raphaël qui a déjà dit à Jean-François Kelly, je te regardais à la télé quand j'étais plus jeune. Et moi, je suis juste parti à rire. Puis là, je suis peut-être le gars que certains vont dire, ouais, je te regardais quand... J'ai réalisé ça récemment, je disais ça à quelqu'un, puis on en parlait, Kevin et moi. Ça fait plus de 6 ans là, qu'on fait la lutte à TVA Sport. C'est un cycle d'école. Oui. C'est un cycle de primaire. C'est un cycle de secondaire. Il y a des gens, puis je le réalise juste pas, mais il y a des gens qui ont passé leur adolescence de secondaire 1 secondaire 5 à écouter la lutte puis à nous suivre. Oui. Tu fais comme wow, OK. ça processe roule pas dans ma tête. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça que... Je trouve ça vraiment cool. Ben oui, moi, c'est pour ça que, tu sais, j'admire, parce que c'est, dans le fond, une transition, tu sais. On a eu Marc Blondin avec PCO, il y avait eu Sylvain Grenier aussi. Il y a toi avec Kevin Raphaël. Fait que moi, je dis, vous devez être fiers de vous. Tu sais, puis comme tu as dit, c'est un projet que, tu sais, quand tu l'as vu à la télé, tu te dis, c'est qu'il est énervé, puis regarde, 6 ans plus tard... C'est des... J'ai jamais eu de réponse à cette question-là. mais... Je l'adore, Kev. Mais le pire, c'est, tu sais quoi? Tu sais, des fois, dans la vie, là, tout est dans tout. Oui. Je suis en France, je suis à Paris. Puis là, je veux pas juste show off, là, mais je suis en France, à Paris, pour le documentaire J'ai enferré avec la gang d'HBO. C'est le jeudi, c'est notre rap party. C'est mon rap party à moi parce que les autres tournent une journée de plus. Donc, on a un souper de prévu. On sort après, tout payé par la production. Fait que, tu sais, moi, je suis dans ma chambre, je prends une douche, je me prépare. Puis, je reçois un courriel de l'adjointe du boss de TVA Sport qui me dit Monsieur Laprade, Serge Fortin aimerait ça vous rencontrer avec la directrice de la programmation. Est-ce que vous avez de la disponibilité la semaine prochaine? Là, je suis comme oui, mais pourquoi ils veulent me rencontrer? Là, je me dis, OK, clairement, c'est à cause de la lutte. Ils ont peut-être un projet, puis ils veulent choix consultant. Ils veulent peut-être avoir, tu sais, me demander ce que j'en pense. Jamais que je pense qu'ils veulent m'offrir d'animer la lutte. Je sais même pas, c'est une possibilité. Là. Ça fait 19 ans que la WWE n'a pas été en français à la télé au Québec. Alors,
Mais la directrice de la programmation est là. Je suis comme, c'est quand même bizarre, ça. Fait que je me présente au meeting, puis là, c'est là qu'il me présente ça. T'sais. Et moi, j'aimais pas être commentateur. Je l'avais fait quelques fois pour des DVD ou pour la télé communautaire. Oui. Puis j'avais détesté ça. Je sais pas le nom des moves. C'est ma plus grande faiblesse à ce jour. Oui. WWE, là, c'est moins pire parce que c'est pas les noms des moves, c'est des trademarks. Là. Oui, exact. Fait que c'est plus facile de me rappeler de ça. Mais honnêtement, je suis capable de savoir si le move il est bien fait ou pas. Ouais. Je suis pas nécessairement capable de te le nommer. Et EW, j'aurais plus de misère à faire ça. Parce que ça va vite. Ouais. Puis il y a tellement beaucoup de moves. T'sais, Excalibur, j'ai beaucoup de respect pour lui. Alors, j'étais comme, mais j'haïs ça, faire ça. Mais là, c'est TVA Sport, c'est la WWE. Je peux pas dire non. Ouais, C'est Spotlight, ouais. Fait que j'ai fait mes devoirs. Ouais. Puis Kevin vous le dirait, là, j'arrivais méga préparé. J'avais des cartes, j'avais des fiches. À cette heure, j'arrive 5 minutes avant, puis j'ai plus rien devant moi. Là. Ouais. Mais au départ, j'arrivais surpréparé justement pour faire en sorte, tu sais, un peu contrebalancer le fait que je connaissais pas les moves, puis je sais pas, ça me rentre pas dans la tête, moi, le nom des moves. Je sais Ouais, pas pourquoi, là. J'écoute la lutte depuis que j'ai 6 ans, mais les moves me rentrent pas dans la tête. Et là, j'avoue, j'avais beaucoup d'appréhension. Puis j'étais pas sûr si, tu sais, j'étais pour être bon. Puis je me souviens, on avait fait 3 pratiques, puis ça avait super bien été. Grosse chimie avec Kevin. Day one, là, la première pratique qu'on a fait. Vraiment une bonne chimie avec lui. Je suis content de ça. Les 3 pratiques vont super bien. On fait notre première. Et ça va pas aussi bien que j'aurais voulu. Vraiment pas. J'étais déçu. Puis je me souviens, on avait été faire l'émission de Dave Morissette après. Ouais. Puis Dave l'avait vu dans mon visage, puis un peu celui de Kevin. Mais Kevin, c'était un peu moins pire, mais il l'avait vu, tu sais. Il dit, voyons les gars, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'était notre première, puis ça n'a pas aussi bien été que les pratiques. C'est pas désastreux. Ça n'a juste pas été aussi bien que les pratiques. Fait que je savais qu'on est capable de faire mieux. Il dit, les gars, pour vrai, c'est peut-être la première fois, c'est pas la dernière fois que ça va vous arriver de faire un mauvais show ou de pas être content de votre performance. Faut que tu shakes ça off, faut que tu t'enlèves ça de la tête, puis tu te dis la prochaine fois, ça va être mieux. Puis il nous avait vraiment, il avait pris le temps de nous parler, il avait pris le temps de nous partager un peu son expérience là-dedans, puis il dit, ça m'est arrivé plein de fois, puis il dit, faut que tu t'enlèves ça de la tête rapidement. Il dit, la prochaine sera meilleure, puis c'est tout. Puis j'ai toujours respecté Dave pour ça. Dave Morissette, quand la lumière rouge s'allume, quand la lumière rouge s'éteint, c'est le même personne. On l'a rencontré aussi, c'est le même gars. Puis tu sais, il était pas obligé de nous conseiller, il aurait pu juste faire comme, tu sais, les gars, comme, ça m'a été, ok, tu sais, puis continue. Non, il a pris le temps. Puis j'ai toujours beaucoup eu respect pour Dave pour ça. Puis finalement, les commentaires sont arrivés en ligne. Puis je me rappelle, j'avais été rejoindre un de mes amis dans un bar qui était DJ. Puis j'osais quasiment pas voir les commentaires. Puis je me suis mis à les lire un peu. Puis c'était surtout du positif. J'ai en fait, ok, d'abord, c'est juste moi qui étais peut-être un peu trop sévère envers moi-même. Mais puis là, c'est ça. Ça fait 6 ans et demi de ça. C'est incroyable. Moi, j'admire. Puis là, une fois que la lutte, vous étiez bien établis, Kevin et toi, dans la lutte à TVA Sport, les gens ont aimé. Est-ce que c'est là que vraiment, là, on s'est dit, OK, Pat, il peut faire plus que de la lutte. Puis c'est là que tu as eu d'autres opportunités, exemple. Tu sais, il y a eu le podcast au début, tu sais, qui est un autre projet qui est arrivé par la suite, mais tu sais, à partir du moment où je suis là à TVA Sport, c'est un peu comme les livres. Ce que j'ai réalisé, c'est dur avoir ton premier contrat, c'est dur, tu sais, débuter là-dedans, mais une fois que tu as les pieds dedans, tout devient plus facile. Tu sais, notre premier livre, là, on a été refusé par toutes les maisons d'édition au Québec. Certaines même 2 fois plutôt qu'une. Et là, il a fallu publier en anglais, puis il a fallu que les maisons d'édition voient qu'il y avait un certain, tu sais, que les médias en parlaient pour faire comme, hey, comment ça se fait qu'on n'a pas eu ça, ce projet-là? Puis là, on a été publié en français. Mais après ça, le prochain projet, il est facile parce que tu as déjà les contacts, tu as déjà une éditrice, tu as déjà le pied dans la boîte. Alors, le processus est complètement différent. Alors, c'est un peu la même chose avec la télé. C'est une fois que tu es à TVA Sport, puis tu fais la lutte, puis tu as un podcast, puis tu fais des interventions à JC, à Dave, à d'autres émissions.
ben à un moment donné, tu as une discussion avec ton boss, tu fais comme, hey, j'aimerais peut-être ça, faire d'autres choses des fois, tu sais, si jamais tu as des opportunités, tu sais, je pense que je peux contribuer à d'autres choses. Puis là est arrivé, la première chose que j'ai fait, c'est Gage-tu, qui est une émission de paris sportif qui n'existe plus, qui a duré une saison et demie à peu près, 2 saisons en fait. Et puis, ça, c'est la première chose que j'ai fait qui me sortait un peu de la lutte. Puis ça, je trouvais ça vraiment, vraiment cool parce que ce que je voulais éviter, puis ça, c'est arrivé à Marc Blondin, puis on a souvent jasé, je voulais éviter d'avoir le tag du gars de lutte. Lutte seulement, oui. Parce que, je sais pas pourquoi, mais contrairement à d'autres disciplines qu'on voit à la télé sportive, le gars de lutte, il est très, très, très... Il est vu là comme, ah ben lui, c'est juste de la lutte. Juste de la lutte, ouais. Il peut pas faire d'autre chose. Comme si le gars de hockey peut faire d'autre chose, le gars de tennis peut faire autre chose. Le gars de lutte, il peut pas faire d'autre chose, lui, il fait de la lutte. Ben non, je peux faire autre chose aussi. J'ai une connaissance dans d'autres sports, j'ai une connaissance historique également dans d'autres choses. Fait que, est arrivé Gage-tu, est arrivé le livre sur Butch Bouchard, est arrivé BPM Sport. Tous des projets qui m'ont permis de démontrer que je suis capable de faire plus que juste analyser. Tu sais, la lutte, je surfe maintenant. Là, c'est facile pour moi, la lutte. Là. Tu sais, ça fait 23 ans, 22 ans, je suis impliqué dans la lutte au Québec. C'est facile pour moi, là, tu sais. Mais je veux me faire un nom, je veux être capable de me faire un nom dans le monde du sport, point. Je veux pas rester uniquement avec la lutte. Puis ben, c'est pour ça que j'essaie d'aller chercher différents projets à gauche, à droite. Comme là, cette semaine, on a annoncé que j'étais pour écrire la biographie de Kim Saint-Pierre. Donc ça aussi, le hockey féminin commence à prendre un peu plus de place. J'essaie de me spécialiser là-dedans. Question d'aller me chercher une autre spécialité autre que la lutte. Et puis le hockey féminin a tellement un bel engouement en ce moment. J'ai été impliqué, tu l'as mentionné, avec la Force de Montréal l'an dernier. Donc, tu sais, je pars déjà avec un certain réseau de contacts, avec une certaine connaissance des joueuses, de comment ça fonctionne. Puis je me suis dit, ben regarde, pourquoi pas essayer d'en faire une spécialité. Il y a pas... c'est pas un milieu qui est contingenté en plus en ce moment. Tu sais, on n'est pas 26 à couvrir le hockey féminin au Québec. Tu sais, il y a 300 personnes qui couvrent le hockey, mais le hockey féminin, il n'y en a pas tant que ça. C'est ça. Fait que je dis, regarde, je pense que je suis bien placé pour être une de ces personnes-là. Fait que je commence à en faire. Puis tu sais, il y a plein d'autres affaires qui s'en viennent avec le hockey féminin aussi de mon côté. Fait que puis le livre de Kim en est une parmi d'autres, là, tu sais. Fait que ouais, tu sais, il y a ce désir-là. C'est drôle, parce que j'ai fait une conférence récemment dans une école où c'était la journée carrière, puis je parlais un peu de mon cheminement. Puis je disais que, tu sais, je voulais devenir journaliste quand j'ai quitté le secondaire. Puis, bon, la vie m'a emmené ailleurs. J'ai fait un détour de 15 ans. C'est 15 ans plus tard que, quand tu y penses, j'écris des blogs. On m'interviewe à la télé pour parler de mes connaissances, peu importe historique, lutte, hockey féminin. J'anime à la radio, j'anime à la télé, j'anime des podcasts. J'ai jamais autant touché au milieu journalistique que depuis les 3, 4, 5 dernières années. Mais j'ai pris un long détour avant d'arriver là. Je travaillais chez Burger King, je travaillais chez Tim Hortons. J'ai eu une job pendant 19 ans au gouvernement. Donc, tu sais, j'ai pris un long détour. Mais finalement, la vie a fait en sorte que il m'a ramené vers le chemin que je voulais prendre quand j'avais 17 ans. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste... La vie est comme ça. Là, tu fais pas nécessairement, tu suis pas nécessairement le chemin que tu pensais prendre au début. Puis des fois, ben, si c'est pour arriver, la vie va te ramener sur ce chemin-là à un moment donné. Puis c'est un peu ce qui m'est arrivé. Je veux pas être ésotérique là-dedans. Mais c'est un peu de même que je le vois aujourd'hui. Tu sais, je voulais être journaliste sportif. Puis c'est le plus proche que je vais l'être en ce moment. T'sais. Mais c'est ça, tu sais, tes expériences que tu as eues, tu parles de Tim Hortons, Burger King, c'est rencontrer des gens, c'est être avec du public, fait être apte à pouvoir gérer la critique. Parce que c'est pas tout le monde qui va être satisfait, des trucs comme ça. Fait que qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux-tu me critiquer? Là? Non, aucunement. Moi, je veux critiquer. moi, je veux critiquer ceux sûrement qui t'ont dit mes Timbits, ils sont. Ouais, non, ça, c'est pas arrivé. Je te dirais, c'est plus arrivé de... mettons, j'organise les prix de l'année de la lutte au Québec. Oui. Mais là, comment ça se fait que j'ai pas gagné le match de l'année?
Mais comment ça se fait que... J'ai un lutteur, au début, il y avait un top 50 des meilleurs lutteurs. Puis là, moi, là, c'est pas mes choix à moi. On est 15, 20 qui votent. Moi, je compile les votes. Il y a un système de pointage qui est attribué. Mon vote, c'est un parmi les 20 qui sont là. Donc, mais les gens ont pensé à un moment donné que j'avais pas de comité, je faisais pas voter les gens, mais que j'inventais cette histoire-là pour avoir moins de hate sur moi. Et je me souviens une fois, il y a un lutteur qui m'a appelé à genre minuit le soir pour me dire comment ça se fait qu'il était pas dans le top 50. Et j'ai comme fait, dude, get a life. Ouais. Tu sais, c'est comme... T'es juste pas là. C'est juste un classement. T'es juste pas là. Ouais. T'auras pas moins ou plus de booking si t'es là. C'est juste un classement, là. C'est tout, là. C'est pas la fin du monde. T'es gentil de lui avoir répondu. Mais les gens, il m'a appelé. Quand même. Ben, je savais pas qu'il voulait me parler de ça au début, là. Mais là, il est au bout de la ligne. Il a pas l'air à jeun. Really, là? Tu sais, t'as cette crotte-là sur le cœur à ce point-là, là. Fait que tu fais comme... puis là, j'ai fait le cœur ici. Le cœur, il est là. Toi, la biologie, c'était pas fait pour moi, les sciences pures non plus. Mais c'est ça, tu sais. Fait que ça fait comme... des critiques, j'en ai eu beaucoup là-dessus. J'en ai encore aujourd'hui. Il y a des gens qui, legit, sont fâchés après moi sur le circuit québécois parce que, tu sais, je parle moins d'eux ou parce que les autres pensent que je devrais parler plus d'eux. Puis c'est eux autres qui me tirent souvent le plus de jus. Puis c'est juste ça que je trouve dommage, parce que des égos, il y en a partout, là. Puis, tu sais, des fois, ben, c'est des égos mal placés. Mais sinon, tu sais, la critique, tu sais, je vis avec, là, je veux dire. Ça me fait rire des fois, là, tu sais, je vois passer des Dave Meltzer qui se font critiquer ses réseaux sociaux à n'en plus finir, puis moi, j'ai juste une fraction de ce que lui peut avoir, mais je comprends le feeling, là. Tu sais, déjà, les réseaux sociaux, c'est tellement le fun pour un paquet d'affaires, puis ça peut tellement être toxique en même temps. Tu sais, j'ai des gars qui m'écrivaient, ben là, t'as dit qu'il y avait tel chiffre d'assistance, puis c'est pas vrai, puis à partir de maintenant, tout ce que tu dis, je pense qu'il faut faire attention, parce que ça peut pas dire que c'est... Je dis, dude, really? Je l'ai juste bloqué. À partir de là, moi, ça fait un an, là, où block delete, c'est ma devise. C'est comme, regarde, je perdrai pas mon temps à te répondre et à continuer à voir passer des messages de quelqu'un qui clairement veut juste essayer de montrer que j'ai tort, même quand j'ai raison, et qui veut pas comprendre quand je lui explique. J'ai d'autres choses à faire. Exact. Fait que block delete, je l'utilise beaucoup maintenant. Mais c'est ça, parce que à un moment donné, j'avais vu... T'es-tu bloqué? Non. Je suis pas ce genre d'individu qui va... Non, mais c'est pas te dire, ouais, tu sais, à un moment donné... Non, mais c'est ça. Non, c'est parce que, tu sais, par rapport à ce que tu dis, à un moment donné, j'ai vu, t'avais écrit un texte, puis ça parlait de hockey. Tu sais, c'était une chronique, justement, puis, tu sais, j'ai lu, tu sais, super bien écrit, tu sais, syntaxe, tu sais, tout parfait. Puis j'étais comme, wow, OK. Tu sais, c'est là que j'ai découvert. Ah, c'était-tu mon texte sur Alexis Lafrenière? Oui, ouais. Justement. J'avais analysé les stats d'Alexis Lafrenière après 100 matchs dans la Ligue, comparativement à d'autres anciens premiers choix après 100 matchs. Je trouvais, je voulais voir ça. Tu sais, Joe Thornton, après 100 matchs, avait pas des bonnes stats. Il a développé sur le tard, alors que d'autres, ils ont développé plus jeunes. Et je faisais juste une analyse très statistique. Je donnais pas mon opinion. Non. Je laissais parler les chiffres. Hey, les bêtises que les gens c'est exactement où je m'en allais. Puis j'ai lu 3 commentaires sur TVA Sport. Écoute, il y a eu, je pense, 1000 commentaires. J'ai lu les 3 premiers. Et quand j'ai lu celui qui disait, ben ouais, on sait bien, à TVA Sport, qu'il faut qu'il soit... faut qu'ils bâchent un Québécois, on le sait bien, frustrés d'avoir trop payé leur contrat de télé. Et là, je suis comme fait, OK, de un, c'est pas TVA Sport qui a décidé de faire... C'est moi qui ai proposé cet article-là, TVA Sport, justement dans un but de pouvoir parler d'autres choses que de lutte. Et puis là, tu mélanges les dossiers. Puis là, j'ai juste fait, OK, ça me donne rien de lire les 997 autres. Et j'ai juste pas lu le reste. Je pense que pour ma santé mentale, c'était mieux parce que je me serais fâché. Tu veux pas te fâcher, tu veux pas répondre à ces gens-là. Fait que les réseaux sociaux, c'est ça, c'est une super belle bébite, mais ça peut être très toxique très rapidement. Puis, tu sais, t'as pas idée comment j'ai fâché le monde
quand j'ai dit qu'à Elimination, la veille d'Elimination Chamber à SmackDown l'an dernier en février, Sami Zayn avait reçu la plus longue ovation de l'histoire du Centre Bell. T'as pas idée comment ça a fâché les gens. Ouais. Ah, mais là c'était Saku Koivu, ouais. Hey, moi, là, je dis pas ça pour le fun. J'ai été voir sur YouTube l'ovation à Saku. J'ai calculé le temps. Ouais. J'ai été voir celle de Jacques Villeneuve. J'ai été voir toutes les ovations qu'il y avait pu avoir dans le monde du hockey ou d'autres personnes. Puis, oh non, c'était Hulk Hogan. Hey, en plus, dites-moi pas... Le hockey, à la limite, vous allez dire, ben, lui, il se connaît rien en hockey, ce qui est pas vrai, mais bon, c'est pas grave. Mais commencez pas à m'obstiner sur la lutte en plus, là, tu sais. Mais le monde était juste fâché, comme si je venais de sacrer dans une église. Le monde se fâchait, mais je dis, OK, mais prouvez-moi que c'est pas vrai, d'abord. Personne n'a réussi à me le prouver. Non. T'sais? Parce que non, ça a duré 11 minutes. Ah oui, OK, mais trouve-moi les 11 minutes. Retourne sur YouTube, va voir l'ovation de Saku Koivu, puis dis-moi que ça a duré 11 minutes. Ça n'a pas duré 11 minutes. Non. Hey, 5 minutes, c'est long, là. Les gens réalisent pas que 3 minutes même, c'est long, une ovation. Ouais. T'sais, dites rien pendant 3 minutes de temps. Non, c'est long. C'est long. C'est long. C'est long, 3 minutes. Ouais. Donc, je pense que c'était 5 minutes quelque chose, Samy. Puis c'est ça, je veux dire, tu sais, des fois, je comprends pas pourquoi le monde se fâche. Là. Non, c'est... Puis tu sais, je l'ai vécu encore plus, c'était à BPM Radio. Pourquoi j'appelle ça BPM Radio? À BPM Sport, à la radio de BPM Sport cet été. Premier shift que j'ai, là. J'anime de 9 à midi, puis c'est la première journée de mon été, là. C'est fin mai, puis je suis là jusqu'à fin août. Le premier message texte qui rentre, tu sais, je fais mon introduction, je parle un peu, bon, après la pause, on parle à telle personne. Je me reviens vers l'écran où il y a les messages textes. Le premier message texte que je lis. Voyons, c'est qui, lui? Il est donc bien mauvais. Premier message texte que je lis. Attends, premier message, exemple sur la... Sur la messagerie texte de BPM. OK, ouais. Parce que les animateurs... Oui, c'est vrai, ils peuvent texter, ouais. Ils peuvent texter, puis c'est nous là, qui lisons ça. Là. Ouais. Je disais, oui, il y a mon metteur en ondes aussi, mais... Je veux dire, puis là, j'ai juste répondu à la personne en disant, tu sais que les animateurs lisent les messages. On dirait qu'ils pensent qu'ils textent dans le vide. Dans le vide. Ouais. Dans le néant. Tu sais? Non, Un trou noir, là. je les lis. Je veux dire, carrément, tu m'insultes live. Exact. C'est... Puis je me faisais un plaisir des fois de répondre à certains en disant, tu sais que, salut, c'est Pat Laprade, tu sais que je les lis les messages. Il n'y a plus personne qui répondait à partir de là. Ouais. Tu sais, moi, ça me dérange pas. Je le faisais pas souvent, mais de temps en temps, quand je trouvais que c'était, tu sais, quand j'étais dans le mood. Mais le premier, c'est mon premier shift, c'est mon premier 15 minutes de radio. En partant. Il est bien mauvais, lui. Comme, gros, je comprends pas les gens. Non. Je comprends pas comment... moi, je suis pas fait comme ça, là. Je veux dire, j'écoute quelque chose à la radio, je trouve pas ça bon, je change de poste. Je texte pas la station Ou t'en parles pas. pour leur Exact. dire, hey, c'est donc ben pas bon. Je vais juste changer de poste. C'est tout. C'est comme sur les réseaux sociaux. Je vois un statut qui me plaît pas. Ouais. Je commenterai pas juste pour commenter. Je vois les dents. Je vais continuer avec ma vie. On dirait qu'il y en a là, que c'est... Il faut absolument qu'ils donnent leur opinion sur tout, que ça soit bon, pas bon. Puis c'est ça qui est drainant, je trouve, des réseaux sociaux. C'est qu'il faut toujours que tu sois en train de te justifier, toujours en train de te battre pour une minorité de personnes. Puis c'est juste ça qui est bien chiant des fois. Ouais, c'est... Moi, dans le fond, là, j'avais une question depuis tout à l'heure de te poser, vu que t'es la référence. La lutte. référence. Ouais. Lutte Puis je du me Québec. demande ça, puis je veux faire un lien après. C'est qui pour toi le plus grand lutteur de l'histoire de la lutte? Et qu'est-ce que tu penses en ce moment de Roman Reigns, qui a l'air d'être imbattable, puis que même moi, qui suis un peu moins ça qu'avant, j'ai pas beaucoup de temps ce temps-ci, mais que j'ai de la misère à voir ce gars-là se faire battre. Comment il est comme personnage, puis comment il prend de l'ampleur dans les le plus grand lutteur, tu sais, le plus grand lutteur, c'est une question qui a bien des... qui est bien compliquée parce que ça dépend toujours c'est quoi tes critères. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est-tu le meilleur lutteur dans l'arène? C'est-tu le meilleur complet? Pour moi, ma définition d'un bon lutteur, c'est quelqu'un qui est bon dans le ring. C'est quelqu'un qui a un contact avec la foule, qui est capable de faire réagir la foule. C'est quelqu'un qui est aussi capable d'attirer les foules, qui est capable de vendre des billets, qui est capable d'être bon dans les promos. Fait que pour moi, c'est un lutteur complet. C'est pas juste l'aspect
talent, c'est l'aspect également business. Ouais. Parce que t'as beau être le meilleur lutteur technique au monde, s'il n'y a pas personne qui veut payer pour te voir, t'es pas le meilleur lutteur au monde, tout simplement. Il y a au UFC, là, je pense toujours à Demetrius Johnson, Mighty Mouse, qui est peut-être le meilleur talent livre pour livre, mais qui n'arrivait pas à attirer rien, ni en pay-per-view, ni en assistance en foot. À la lutte, le débat, pour moi, se fait entre Ric Flair et Hulk Hogan. Hulk Hogan avait l'avantage d'avoir toute la machine de la WWF puis de Vince McMahon en arrière de lui. Ric Flair ne l'avait pas. Donc, au niveau full, il faisait ce qu'il pouvait avec la machine que lui avait de son côté, du côté de la NWO. Et puis, c'était très, très bien pour ce qu'il y avait. Moi, j'ai toujours préféré Ric Flair parce que je trouve qu'il était plus complet qu'Hogan. Dans le ring particulièrement, il était de loin supérieur. C'était un meilleur promo. Le seul aspect que Flair n'avait pas, c'est la machine de la WWE pendant la majorité de sa carrière. Fait que, Hogan l'avait. Fait que, Hogan, il est dur. Quelqu'un me ferait un pitch pour Hogan, puis je ne l'obstinerais pas. Mais pour moi, c'est Ric Flair. Il y avait tout ce qu'il fallait pour être le meilleur lutteur. Il connectait avec la foule en babyface, en heel, en méchant, en vilain. C'était pour moi le lutteur le plus complet. Roman Reigns, c'est que là, dans la dernière année et demie, il a décidé de couper beaucoup sur sa cédule. Et je pense qu'il a lutté comme 12 fois, une dizaine de fois en 2023. Ouais. Mais il y a un aura autour de la façon qu'on a présenté le personnage de Roman Reigns, la façon qu'on le présente en ce moment. Chaque présence compte. Il fait bouger l'aiguille jusqu'à un certain niveau. Mais va arriver une fin à tout ça. Mais là, on est en train d'en faire vraiment, comme le lutteur des années 2020. Je serais pas surpris même qu'il continue à garder son titre à WrestleMania pour battre le nombre de jours de règne d'Hulk Hogan. Je pense qu'on veut en faire vraiment le plus grand champion des temps modernes. Je serais pas surpris, en tout cas. Roman Reigns, c'est un excellent talent. Dans l'arène, n'importe qui a lutté avec Roman Reigns vont vous dire qu'il est excellent dans l'arène. Plus qu'on lui donne des fois du crédit. Ouais. Je pense que le Bloodline, toute l'histoire du Bloodline, il a vraiment steppé up, il a vraiment amené ça. Il a vraiment amené ça ailleurs. Ça lag un petit peu là, présentement, le Bloodline. Mais là, avec WrestleMania qui s'en vient, avec les rumeurs de Roman Reigns avec le Rock. S'il bat le Rock à WrestleMania, il va avoir un statut incroyable. Fait que la journée que quelqu'un va le battre, tout ce que je souhaite, c'est qu'on mise beaucoup sur cette personne-là. Mettons, c'est Cody Rhodes qui finit par le battre. Je veux pas que 2 mois après, on enlève le titre à Cody. Non, ça serait laid. Servez-vous de Roman pour rendre quelqu'un encore plus fort. Mais j'aime bien Roman. C'est une de mes tunes préférées d'entrée. T'as un feeling. Tu ressens quoi quand il est tu ressens quelque chose quand il arrive. Mais oui, c'est sûr que c'est dommage qu'il lutte juste 12 fois par année. C'est pour ça qu'ils ont créé un autre championnat avec Seth Rollins qui, lui, défend son titre. Puis il fait une très, très, très bonne job, Seth. Puis en ce moment, quelqu'un me dirait que Seth est le meilleur champion de la compagnie. Puis je pourrais pas l'obstiner. Parce qu'il n'y a peut-être pas l'aura de Roman, mais en termes de champion, il est là puis il fait la job. Si on reste avec Roman Reigns, juste au niveau de l'évolution, là, on voit tout le monde commence à apprécier son ring work, puis son talent aussi, son aura, mais auparavant, ça n'a pas été toujours facile la réception qu'il y a eu. Non. Fait que toi, qu'est-ce que t'en penses? On disait, moi, souvent, ce que je lisais, c'était il est pourri en promo, son ring work est pas très bon, il n'y a pas de charisme, puis c'est tous ces gens-là maintenant qui sont comme, oh my God, Mais moi, j'avais vu la même chose avec John Cena. Ouais. John Cena a eu la même courbe, où les gens disaient qu'il était pas bon, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça dans le ring, alors que John Cena, c'est une machine dans l'arène. Ouais. C'est une machine, puis les gens ont fini par apprécier John Cena. Comme les gens ont fini par apprécier Roman Reigns. Ouais. Fait que, moi, je veux dire, je pense que des fois, on est trop dans le moment, c'est niaiseux à dire, mais des fois, on est trop collé, on est trop dans le moment présent,
Il faut être capable de prendre un peu de recul. Ouais, mais attendez une minute, là. Dans 5 ans, on s'en reparlera, ce lutteur-là. Tu sais, je pense que moi, j'ai vu beaucoup de similarités entre Roman et John Cena. Et dans la façon que les fans ont réagi. Il fut un temps où Roman Reigns, c'est vrai, c'était peut-être un peu plus compliqué au début. Mais tu sais, faut pas oublier que le Rock aussi, ça a été compliqué au début. Aussi. Tu sais, puis Steve Austin a été congédié d'une compagnie avant qu'on trouve le bon personnage pour lui. Puis, tu sais, tout commence pas du début. Tout le monde ne devient pas une star, tu sais, du début. Kurt Angle est un exemple de quelqu'un qui est rapidement devenu une star, mais c'est pas tout le monde qui a la même courbe d'apprentissage, la même courbe d'évolution. Puis, je pense que Roman Reigns a tout simplement a fini par atteindre son plein potentiel. Ça a repris la bonne histoire, le bon personnage, on lui laisse peut-être un petit peu plus de lustre. Tu sais, des fois, il y a juste un déclic qui se fait où tu le mets juste dans la bonne histoire avec les bonnes personnes. Tu sais, Paul Heyman aide beaucoup aussi. C'est un génie créatif. Fait que je pense que tout ça fait en sorte que ça a aidé Roman Reigns. Je sais pas si c'est une dernière question. Je sais qu'il faut que tu files avec le temps qu'on avait. C'est un jeu de mots que tu viens de faire. Pas peu là-dedans. Moi, j'avais une dernière question vite. Ça fait depuis le début que je t'ai posé. Avec tout ce que tu as fait dans ta vie, parce qu'on s'entend, tu as plusieurs affaires que tu as accomplies. C'est quoi l'affaire que tu peux dire qui t'a rendu le plus fier? Parce que toi, on s'entend, on a vu l'autre fois dans le house show que tu étais allé sur le ring avec Kevin Raphael et Kevin Owen. Ça, là, être à TVA Sport. Mais c'est quoi l'affaire que tu t'es dit, wow, je suis vraiment là en ce moment? C'est quand même. C'est sûr, être dans le ring avec Kevin Owens, avec l'histoire que j'ai avec Kevin, qui est un de mes bons amis, je pensais pas me retrouver dans un ring de la WWE un jour avec Kevin Owens. Mais la première fois que ça nous est arrivé, qu'on a fait ça, Kevin et moi, c'était à Québec, où on a ouvert le show à Québec. Puis, je vais répondre à ta question, mais c'est pour ça que j'ai un flash. Sami Zayn revient, parce que c'est le match avant l'intermission. Nous, on se dirige vers le ring. Puis, Sami, pour moi, c'est juste fait un hug dans l'allée, entre le ring puis le backstage. Puis j'ai juste dit à Rami, j'ai dit, can you believe it? Qu'on soit tous les deux là à la WWE, après autant d'années, puis avec Kevin, c'était un peu la même chose. C'est non seulement j'aurais jamais pensé, à une époque, on pensait pas que Kevin se rendrait à la WWE, mais là, que moi, je me ramasse dans un ring, c'était vraiment, vraiment spécial, ce moment-là. La chose la plus fière, je pense que c'est le premier livre. Je pense que c'est le lancement, en fait, du premier livre. Parce que c'était l'aboutissement de plusieurs années de travail, de combat à essayer de trouver un éditeur, moi puis Bertrand, et de voir, c'est un lancement que j'ai monté de A à Z. Bertrand m'a appuyé, là, 100%. Là. Il a été mon bras droit, il a été solidaire, mais c'est moi, qui avait une idée, qui avait les contacts, qui a monté ce lancement-là. On était 200 personnes, tous les médias étaient là. La presse, Journal de Montréal, il y avait Radio-Canada, il y avait Infoman qui était là, il y avait 98.5, TVA Sport et RDS étaient tous les deux là en live pour leur émission de fin d'après-midi. Tout le monde était là, il y avait les anciens lutteurs qui étaient là, il y avait plein de personnalités qui étaient là également. Puis il y avait beaucoup de fierté là-dedans parce qu'on s'est fait dire non. Il a fallu l'écrire en anglais, ce livre-là, pour avoir une certaine attention. Je me rappelle, j'avais fait un speech, peut-être pas à la Marc-Antoine de quoi, mais j'avais quand même fait un speech très patriotique sur le fait que je trouvais ça dommage que ce livre-là ait été obligé d'être écrit en anglais pour voir le jour. Et ma mère avait entendu une conversation entre Gilles Proulx et quelqu'un d'autre où Gilles Proulx avait dit « Ouais, tout un speech, hein? » Parce que justement, j'avais amené cet aspect-là francophone, puis mon père était là, c'est le seul livre que mon père a vu de son vivant. Mon père, à cause de qui j'aime le sport, j'aime la lutte, qui est décédé en 2014. Moi, il est décédé en juillet 2014. On a fait le lancement en février 2013. Donc, il n'a pas vu les autres livres, il n'a pas vu le reste de ma carrière. Fait que, que mon père soit là, que j'ai réussi à faire ça. Tout le monde me dit que c'était un lancement qui était professionnel. J'ai jamais fait de lancement de ma vie là, à ce moment-là. Fait que, à plusieurs niveaux, il y avait beaucoup d'accomplissements que je venais de réaliser avec ça. Avec l'aide de Bertrand, évidemment, que je ne veux pas oublier dans l'histoire. Mais ça a été vraiment un beau moment, puis un moment de fierté. Puis,
maintenant, quand je le prends avec du recul, 11 ans après, ben, je vois tout ce qui est arrivé à cause de ce livre-là. On pensait en faire un, là. On pensait pas en faire d'autres. Tu sais, Bertrand, lui, de son côté, il écrit la biographie de Pat Patterson. Tu sais, c'est fou. Tu sais, j'ai connu Pat, là. Tu sais, Pat Patterson, qui est le bras droit de Vince McMahon, qui est un des plus grands Québécois dans le monde de tous les temps. Moi, j'étais dans le centre-ville, l'été, je textais Pat, on va-tu prendre une bière? Ben oui, let's go, tu sais. C'était Pat Patterson, là. Tu sais, Bertrand l'a mieux connu que moi, mais j'ai connu Pat aussi. À chaque fois qu'il me voyait backstage à WWE, il faisait comme « La Prade, si tu fais ici! Tu fais ici! » Tu sais, toujours en train, tu sais, de piquer un peu, tu sais. Mais, fait tu sais, le livre m'a ouvert beaucoup de portes. Puis, il y a une fierté cette journée-là, là. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Excellent, ça. Merci, Pat, pour de vrai. Ça passé vite. On pourrait faire 8 épisodes de même. Ah ouais, c'est bien. On va te réinviter maintenant, c'est 100% sûr. C'est super intéressant pour de vrai. T'as-tu quoi à dire, toi, Mikey? Moi, j'avais juste une dernière question. Une petite mise en situation. Oui. On va faire un peu comme Double J fait sur votre show. Oui. Si... Aux antipodes de la lutte. Aux antipodes de la lutte. Je sais que t'es un fan aussi de baseball. Oui. J'ai vu tous les stades de baseball, sauf un, mais j'ai vu l'ancien des Rangers, j'ai juste pas vu le nouveau. Le nouveau, ok. Fait que si je te mets en situation entre être au dernier match de l'histoire des Expos... J'y étais. Et WrestleMania 17, est-ce que c'était là que le Rock a affronté Hogan à Toronto? WrestleMania 18. 18, ok, c'est ça. Fait que je me suis mélangé. Si tu avais à choisir un des deux, lequel? J'étais aux deux en passant. C'est pour ça que je pose la question. Hey, boy. Je vais dire Hogan le Rock pour la simple et bonne raison que c'est un événement qui était hyper positif. La fin des expos, c'était triste. Oui. Tu sais, c'était... J'étais avec un de mes amis, Stéphane Mercier, il pleurait, là. Tu sais, Hogan Rock, c'était incroyable. C'est débile. C'était incroyable, l'énergie qu'il y avait. C'était électrisant, tu sais, c'est drôle parce que le Rock, il va dire « c'est the most electrifying ». Mais c'était vraiment électrisant. Ouais. Il y avait une ambiance qui était spéciale. J'en avais la chair de poule. C'était mon premier WrestleMania en personne. Puis t'as ce match-là qui est... J'ai longtemps dit, tu sais, c'est pas le meilleur match que j'ai vu de ma vie. Parce que côté lutte, c'était pas le meilleur match. C'était pas un 5-star match. Ouais. Mais l'ambiance qui venait avec, c'est quelque chose qui sera jamais égalé. T'as 60 000 personnes qui réagissent. Ça aurait tellement dû être la finale. C'est la seule chose que j'aurais changé, ce show-là. Ouais. Je pense qu'ils ont sous-évalué la réaction de la foule. Puis, tu sais, ils ont mis leur championnat en finale. C'était Triple H. Mais ça aurait dû être ce match-là parce que tu veux pas passer après. Ouais. Mais c'est un de mes plus beaux souvenirs. On avait fait WrestleMania à Toronto. On avait fait Raw à Montréal. Puis on avait fait SmackDown à Ottawa. Puis quand on est revenu de WrestleMania à Toronto le lundi, grosse tempête de neige. Oui. Moi, puis je vais terminer là-dessus, moi, j'avais un couple de Belgique qui était descendu à Toronto à cause du site attitudeqc.com. Moi, j'étais avec mon ami Philippe Leclerc, là, le même gars de l'université. Ouais. Et là, il y a une tempête de neige à 401, on voit pas. Et moi, il faut que la fille de Belgique me suive. Parce que la première fois au Canada. Fait que là, moi, il faut qu'elle me suive dans une tempête de neige entre Toronto et Montréal. Écoute, je sais pas comment on n'a pas pogné le champ là-dedans, mais arrivé, genre, juste avant d'arriver chez moi, j'ai un dernier coin de rue dans Hochelaga à tourner. Et c'est là que je perds le contrôle du véhicule qui arrête à ça du véhicule qui est parké en avant. Je suis comme, hey, tiens, t'arrives, là, t'as fait 6 heures de route de Toronto avec des Belges qui te suivent pour pas te perdre. Puis là, arrivé au dernier coin de rue, c'est là que t'aurais pas eu un accident. No fucking way. Mais ça avait été un 3 jours extraordinaire. Puis ça aussi, ça avait été vraiment, vraiment, vraiment cool. C'était les débuts de Brock Lesnar. Oui. Le lendemain à Raw. Donc, tu sais, c'était... mais WrestleMania 18, c'était... Je vais dire ça juste à cause de l'énergie positive qui en est ressortie. Ouais. Ah. Bon, merci Pat. Je sais qu'il faut que tu files dans l'entrevue. Allez, merci beaucoup. Énormément pour ton temps. On l'apprécie beaucoup, beaucoup. Alors, encore une fois, tout le monde, si vous voulez vous abonner, liker, des suggestions, on va ramener Pat à m'amener, c'est sûr, à 100%. Yes. Alors,
À la prochaine. À la prochaine.